À cette question, faut-il fixer un âge minimum légal en deçà duquel un mineur serait présumé opposé à tout acte sexuel? Le Sénat a répondu non. Est-ce que vous saluez cette décision? Je comprends tout à fait la position prise par le Sénat qui, dans ce groupe de travail, a critiqué la notion d'âge limite à partir duquel pourrait y avoir consentement ou non consentement à un acte sexuel. Les critiques qui ont été relevées, notamment le fait que le seuil est en quelque sorte arbitraire et surtout ne tient pas compte de la maturité de chaque adolescent qui évolue, et il est difficile de dire qu'entre 13 et 15 ans, eh bien, que les adolescents ont la même évolution. Et la proposition faite par le groupe de travail prend en compte ce côté arbitraire du seuil à fixer et résout un peu la difficulté de savoir quel est le seuil qu'on va imposer. Dans les législations européennes, on va de 13 ans jusqu'à 16 ans. Pourquoi plutôt 13 ans, plutôt 14 ans, plutôt 15 ans, 16 ans? La question nous a été posée à nous, syndicats de magistrats. Évidemment, nous, on n'a pas à fixer de seuil. Et vous diriez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vide juridique en France en matière de protection de l'enfant, justement, sur ces questions d'atteinte sexuelle, d'agression sexuelle? Alors actuellement, la législation fait en sorte que le juge s'intéresse aux éléments constitutifs concernant l'auteur, ou en tout cas la personne qui est poursuivie, savoir si elle a exercé des contraintes, des menaces, des violences ou des surprises. Si on se tourne vers un seuil d'âge comme l'envisage le gouvernement, eh bien on se place du côté de la victime, de rechercher s'il y a un consentement ou pas. La question se posera alors s'il y a lieu à débat sur une présomption simple, c'est-à-dire qu'on peut combattre, ou une présomption irréfragable qu'on ne pourrait pas renverser. En ce qui nous concerne, une présomption irréfragable est absolument inenvisageable, parce que ce serait contraire à la Constitution, ce serait également contraire à la déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce que semble pourtant vouloir faire le gouvernement, Jackie Coulon. Alors le gouvernement, de ce que j'en sais, moi j'ai pas vu de position prise sur ce point-là. J'ai entendu la ministre de la Justice dire qu'il était difficile de faire une présomption irréfragable, mais un certain nombre d'associations de mineurs et de protection des mineurs insistent pour une présomption irréfragable. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me paraît absolument inenvisageable et que le législateur ne pourrait pas, à mon sens, prendre. Car le droit pénal en France ne peut pas comprendre une présomption de culpabilité qu'on ne pourrait même pas renverser, alors que la présomption qui gouverne tout le droit pénal et la procédure pénale, c'est la présomption de Pour que les téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce que ça implique justement, cette notion de peine irréfragable, Jackie Coulon? Eh bien, ça voudrait dire que le jeune qui serait poursuivi pour des actes sexuels commis sur une mineure, par exemple un jeune qui aurait 18 ans et 1 mois, et une adolescente qui aurait 14 ans et 11 mois, si on prend le seuil de 15 ans, eh bien ne pourrait pas rapporter la preuve que la jeune fille était consentante, ne pourrait pas rapporter la preuve qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle voulait tout à fait avoir cette relation. Et sur la plainte des parents, eh bien inévitablement, s'il y avait eu pénétration, il se retrouverait devant la cour d'assises avec une condamnation à une peine de réclusion criminelle et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ce qui n'est pas rien. Et ça, il ne pourrait pas l'éviter parce qu'il ne pourrait pas rapporter la preuve du consentement de la victime. Alors, le Sénat propose à la place une notion de présomption de contrainte. Que pensez-vous de cette idée ? Alors c'est une recherche intéressante qui mérite effectivement d'être étudiée, et on resterait dans ce cas dans l'étude des éléments constitutifs par rapport à l'auteur. Il y aurait cette présomption de contrainte, et dans la mesure où cette présomption de contrainte pourrait être combattue, et c'est-à-dire que la personne poursuivie pourrait apporter des éléments devant la justice pour dire que finalement il n'y avait pas de contrainte, eh bien une telle proposition me paraît conforme aux standards européens et de procédure pénale que nous appliquons. Standards européens, mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe en France. Alors, ce qui se passe en France actuellement, c'est qu'il n'y a pas de présomption de contrainte. C'est à la partie poursuivante, au parquet, aux parties civiles éventuellement, mais surtout en premier chef au parquet, de prouver qu'il y a une contrainte.
Et là, en l'occurrence, il y a un certain nombre de dossiers, comme le dossier qui était en cours à Pontoise, où manifestement il y a une difficulté pour prouver la contrainte. En tout cas, c'est ce que le parquet avait estimé lorsqu'il a poursuivi ce Justement, puisque vous évoquez cette affaire, ça a choqué beaucoup l'opinion. Comment on peut sortir de ça et assurer qu'aujourd'hui, les mineurs sont bien protégés des violeurs? Alors, la notion de protection, il faudra savoir ce qu'on met évidemment derrière. Pour l'instant, s'il n'y a pas de contrainte, de violence, de menace ou de surprise, il existe une infraction qui s'appelle l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Donc tout acte sexuel commis par un majeur sur une mineure de 15 ans constitue un délit qui est puni de 5 ans d'emprisonnement. Le groupe de travail du Sénat préconise d'alourdir cette peine. Pourquoi pas ? C'est effectivement une piste qui peut être recherchée. On peut aggraver les peines pour atteinte sexuelle, c'est-à-dire l'acte sexuel, quel qu'il soit, commis sans contrainte, menace, violence ou surprise sur un mineur, mais uniquement commis par un majeur. C'est-à-dire que des actes sexuels entre mineurs ne sont pas concernés, dans l'état actuel du droit, par le délit d'atteinte sexuelle. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les magistrats sont suffisamment armés pour rendre justice justement à ces mineurs victimes de violences ou agressions sexuelles? Alors, rendre justice aux mineurs, ça je ne sais pas, mais en tout cas pour examiner de façon précise les éléments constitutifs de l'infraction vis-à-vis de l'auteur, car il y a une présomption d'innocence qui ne saurait de toute façon être remise en cause. Et il faut toujours prouver la culpabilité de la personne qui est poursuivie. Ça, c'est un principe qu'on ne peut pas, sur lequel il n'est pas question de revenir, même s'il y a une présomption, comme je le disais tout à l'heure. Si la loi française n'est pas modifiée, qu'on ne fixe pas de seuil, alors à 15 ans, c'était ce qui avait été annoncé, et même le chef de l'État lui-même avait cette préférence pour ce seuil. Si on ne touche pas la loi française, est-ce qu'on pourra de nouveau avoir des cas, des affaires telles que celle de Pontoise? Si on ne change pas la loi, il est certain qu'on pourra avoir de nouveau des cas identiques à celle de l'affaire de Pontoise, où les magistrats, enfin le magistrat du parquet ont strictement appliqué la loi. Et en ce qui nous concerne, nous, Union syndicale des magistrats, nous considérons que c'est une question de société, que c'est au législateur de trancher dans un sens ou dans l'autre, et bien évidemment, les magistrats appliqueront la loi qui sera votée par le législateur. Mais vous n'êtes pas forcément favorable à une modification de la loi sur ce thème? Pas forcément, mais nous ne sommes pas non plus opposés. Nous considérons que c'est une question de société sur laquelle le législateur doit trancher. Nous n'avons pas d'opposition ni de position. Alors, Jackie Coulon, le groupe de travail du Sénat s'est également prononcé sur les questions de prescription avec un allongement des délais à 30 ans pour les crimes sexuels et 20 ans pour les agressions. Là aussi, est-ce que vous soutenez ces propositions sénatoriales? Alors, là aussi, on peut les comprendre, ces propositions. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'elles vont aboutir à une modification très importante des pratiques? Ça va être difficile à dire parce que, comme on a eu déjà l'occasion de le dire, plus on commence une enquête tard, après les faits, plus il est difficile de les prouver. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas revenir sur la présomption d'innocence, bien évidemment. Et après une longue procédure qui aura commencé peut-être 25 ans après les faits, on n'arrivera pas à les prouver parce que le temps étant passé, les preuves ont disparu. Et finalement, faute de preuves, risque d'y avoir soit un non-lieu, soit un acquittement ou une relaxe, en tout cas une absence de condamnation, et qui va placer la victime dans une situation extrêmement difficile parce qu'elle restera absolument convaincue d'avoir été victime, mais de ne pas avoir été reconnue par la société, de ne pas avoir été reconnue même par l'auteur, et que finalement, elle serait très déçue d'avoir entamé cette procédure qui est toujours très difficile pour les victimes, en tout état de cause. Donc plus le temps est passé, plus c'est difficile. Il y aura par hypothèse ce qu'on appelle l'amnésie traumatique pendant de longues années. C'est ce que j'allais vous dire, c'est vrai que les victimes évoquent souvent le temps qu'il faut avant de prendre conscience des faits et puis aussi d'entamer une action. Mais évidemment, l'amnésie traumatique est un obstacle à la réussite des poursuites parce que pendant ce temps-là, les preuves disparaissent et ensuite,
lorsqu'on se retrouve dans un second temps et que le souvenir est revenu chez la victime, eh bien l'auteur a beau jeu de dire « il ne s'est rien passé, d'ailleurs pendant 25 ans on ne m'a jamais rien reproché, et puis maintenant il y a des images qui reviennent, mais moi je conteste tout à fait ce qui s'est passé ». Et si on a simplement la parole de l'un contre la parole de l'autre dans ces conditions-là, ça va être très difficile. Le groupe de travail a aussi ajouté qu'il était important de faire en sorte que la parole se libère le plus vite possible après la réalisation des faits. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, il faut qu'il y ait des moyens pour que l'accueil des victimes, l'accompagnement des victimes, pour faciliter le dépôt de plainte, faciliter finalement le début de l'enquête le plus tôt possible après la commission des faits. Eh bien, merci beaucoup, Jackie Coulon, d'être venu pour nous en parler sur ce plateau. Je vous en prie. Vous êtes le président de la Fédération des hôpitaux de France. C'est vous, en quelque sorte, qui avez un peu tiré aussi la sonnette d'alarme ces derniers jours sur la situation des hôpitaux. Comment réagissez-vous à ces annonces du gouvernement? Sont-elles à la hauteur de la situation? Disons qu'il y a un discours prometteur du Premier ministre qui aborde, pour moi, les vrais sujets qui font aujourd'hui blocage dans notre système de santé. Mais comme il l'a dit lui-même, c'est le lancement d'un chantier de transformation. Il y a une clause de revoyure au mois de mai pour annoncer des réformes plus précises. En tout cas, le diagnostic est bon, les sujets pointés sont bons. Le fait de ne pas considérer que l'hôpital, mais de regarder l'ensemble du système de santé, c'est aussi positif parce qu'il y avait le risque sinon de focaliser uniquement sur, j'allais dire, peut-être ceux qui font le plus parler d'eux, les hospitaliers, mais néanmoins c'est l'ensemble du système qui est touché aujourd'hui. Et puis la dernière chose, se donner aussi un calendrier serré, 3 mois, c'est aussi tourner le dos à ce qu'on a peut-être connu par le passé, de grandes concertations qui sont envoyées au calendrier grec pour les réformes, où on renvoie les réformes. Serré, car il y a quand même urgence aujourd'hui, Frédéric Vallée. Oui, il y a urgence, mais dans les chantiers qui ont été annoncés, il y a des choses qui peuvent être à effet immédiat sur la simplification, sur les premières mesures d'un financement réorienté vers les actes, vers la pertinence des actes. Ça, c'est la relance de l'investissement hospitalier. Ça, c'est des choses qui peuvent commencer à se concrétiser dès 2018. Il y a des choses évidemment de beaucoup plus long terme parce que le système de santé, c'est un paquebot. Et évidemment, on ne le réoriente pas du jour au lendemain. Donc il y a des mesures intéressantes. Encore faut-il qu'au mois de mai, le gouvernement soit au rendez-vous. Alors avant de rentrer dans le détail, on continue les réactions. Michel Amiel, c'est vrai que c'est plutôt une réforme globale. Certains ont eu le sentiment que c'était un peu flou délibérément. C'est flou délibérément. Et effectivement, ce délai de 3 mois, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas régler le problème en 3 mois. Poser le diagnostic, comme vous l'avez dit, me paraissait déjà une bonne chose. Après un diagnostic, un bon médecin que je suis, il faut un traitement. Il faut que ce traitement soit efficace et qu'il s'inscrive dans le temps. Et effectivement, cela ne concerne pas que la médecine hospitalière, mais la médecine en général. Je crois que le mot-clé, c'est de décloisonner la médecine hospitalière, la médecine de ville, mais aussi le sanitaire et le médico-social. Puis, bien évidemment, avoir une approche aussi rigoureuse que possible en matière financière, car si la santé n'a pas de prix, elle a un coût, et qu'il y a sans doute des économies à faire, en particulier dans le domaine des actes inutiles ou des actes redondants. Et ça, si on croit certains chiffres de l'OCDE, en particulier repris par la ministre, on arrive quand même à 20 à 25% d'actes inutiles ou redondants. Donc voilà des pistes. Il y en a bien d'autres concernant en particulier l'innovation, l'e-médecine, etc. Un mot, Bernard Jomier, sur l'approche du gouvernement en matière de santé. On se souvient, sous Nicolas Sarkozy, l'hôpital, c'était clairement une entreprise comme une autre. Et puis, sous le quinquennat de François Hollande, l'ancien chef de l'État n'avait pas vraiment réussi à inverser cette tendance. Moi, j'y rends un mot. Je partage ce qui a été dit. C'est-à-dire que le diagnostic, il est plutôt bon. Mais il y a 4 mois, il y a 6 mois, je disais la même chose. Et il y a 4 mois, il y a 6 mois, on attendait les actes. Et là, je trouve quand même que ça traîne un peu, malgré tout. Ça traîne un peu et les intentions sont toujours louables. Mais regardez, sur l'organisation du système de santé dans les territoires, le Premier ministre nous dit on expérimentera dans quelques territoires, 3 à 5, en 2019. On expérimentera en 2019. Donc ça renvoie quand même très loin, alors que
effectivement, les causes sont bien identifiées, encore une fois, et les axes de réforme du système de santé sont bien identifiés. Donc pour le moment, ça ressemble encore à un catalogue de bonnes intentions et puis à un peu de ravaudage. Un catalogue de bonnes intentions, c'est aussi votre sentiment, là, Michel Asserti? Alors côté patient, puisque France Asso Santé rassemble 80 associations de malades, consommateurs, familles, etc. Sur ce qui a été dit, il y a un consensus, on vient de le voir. Il y a moins de consensus sur ce qui n'a pas été dit. Je n'ai pas, moi, entendu, par exemple, la terminologie ô combien importante pour les usagers de désert médical. J'ai entendu le Premier ministre dire, c'est en matière de médecine de ville, c'est aux professionnels de s'organiser. Et du coup, on ne parle absolument pas de la liberté absolue d'installation, alors que nous prenons la liberté d'installation là où on a besoin de médecins et ne pas les laisser aller là où il n'y en a plus besoin d'un certain nombre de spécialités. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit on s'attaque vraiment au problème, et à ce moment-là, on met tout sur la table, mais on ne peut pas ne mettre sur la table que ce qui ne fâche pas. Et aujourd'hui, du côté des patients, leur premier souhait, c'est d'être soigné. Leur deuxième, c'est d'être bien soigné. Donc les questions de qualité, de sécurité des soins et de pertinence sont évidemment numéro un, mais ils sont numéro un dès lors qu'ils ont vu un médecin. Et moi, je suis par ailleurs chef d'entreprise, puisque mon métier, c'est pas d'être défenseur des patients. Je suis chef d'entreprise et j'ai été... pour la première fois de ma vie de chef d'entreprise, qui a 32 ans, pour la première fois, on a déplacé des salariés d'une région à l'autre, en l'occurrence de la région parisienne, en Vendée. Et une des premières difficultés de nos salariés déplacés en Vendée, ça a été de trouver un médecin traitant. Pas de se faire soigner, on arrive à se faire soigner, mais de trouver un médecin traitant, parce qu'autrement, ils sortent du parcours de soins. Donc, je n'ai pas entendu ça dans le discours du Premier ministre, ça m'embête. Parce que si on ne traite pas ça, on oublie toute une partie du sujet. Je sens que Michel Amiel a très envie de vous répondre à votre réponse. Oui, alors vous avez raison, hein, c'est un des points durs du sujet. La question, faut-il maintenir ou pas la liberté d'installation? La totale liberté d'installation. Enfin, si vous voulez, la liberté d'installation. Aujourd'hui, il est clair qu'elle est libre. La ministre, je serai assez du même avis, pense que ce ne serait pas une bonne chose que de la supprimer, ou en tout cas de l'encourager comme on l'avait fait avec les professions paramédicales, les infirmières en particulier. L'argument, effectivement, vous pouvez toujours obliger des professionnels de santé à s'installer dans un secteur pauvre ou au contraire ne pas s'installer dans un secteur surabondant. Par contre, vous ne pouvez pas obliger des jeunes à embrasser la carrière médicale s'ils n'en ont pas envie. Et c'est ça le vrai sujet. Et ça rejoint, si vous me permettez, je termine juste. De régler le problème. Hein. Allez-y, Michel Amiel, on fera réagir. Il y a la question du numerus clausus, qui lui a été abordée. Oui. Mais pas de façon radicale en disant il faut le supprimer ou il faut le desserrer. Il faut avoir une vraie réflexion. Je me rappelle dans les années 90, il y avait eu le fameux dispositif MICA, qui avait fait partir massivement des médecins en pré-retraite à l'âge de 57-58 ans. Ça a été une véritable catastrophe. Aujourd'hui, desserrer le numerus clausus comme ça, le supprimer encore bien davantage, ne me paraît pas une bonne solution. D'abord, parce que l'hôpital universitaire, dont le rôle est aussi la formation, hein, c'est pas uniquement le soin, ne pourrait pas l'absorber. Et d'autre part, parce qu'on ne sait pas, à l'horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelles seront l'évolution des pratiques médicales, avec en particulier l'innovation de la télémédecine. Alors, Frédéric Valteau, beaucoup de choses ont été dites, mais vous souhaitiez réagir. Oui, non, sur le lien avec la médecine de ville, je pense qu'il y a quand même un appel à la responsabilité lancé aux praticiens libéraux. Mais effectivement, je suis d'accord qu'il doit être suivi des faits. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire, face à la question la plus criante qui soit, c'est-à-dire est-ce que demain, tous les Français auront facilement accès à un médecin, à un cabinet médical, à une prise en charge. Vous devez, vous, médecins libéraux, aussi me faire des propositions, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, parce que vous devez participer à la permanence des soins. Moi, j'aurais été un peu plus radical. Moi, je souhaite qu'on revienne à l'obligation pour les médecins de participer à la permanence des soins. C'est le retour à un temps qui n'est pas si ancien que ça. Hein. C'était avant 2004, où il y avait ce qu'on appelait le tour de garde. On a bien des pharmacies de garde, et je ne vois pas effectivement aujourd'hui pourquoi on n'a plus des médecins de garde. Ça, c'est une aberration sur laquelle il faut revenir. Mais c'est vrai que le Premier ministre ne l'a pas dit de manière autoritaire. Il leur a renvoyé la balle chez eux et fait appel à la responsabilité. Il a aussi dit
une chose qui peut-être passait un peu rapidement dans le discours, mais qu'il voulait un peu mieux réguler les dépenses de médecine de ville. Ce qui est aussi nouveau, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on regarde les dépenses de santé, d'assurance maladie, l'État est très fort pour réguler la médecine hospitalière, et il a la main directement sur la gestion des hôpitaux. C'est plus compliqué pour la médecine de ville. Et un peu plus de fermeté quant à la régulation des dépenses de la médecine de ville, sans doute, ça serait le bienvenu. En tout cas, ça, c'est mon avis. Voilà, donc il a, du côté de la médecine de ville, aussi lancé quelques ballons, on va dire. Maintenant, on va voir comment les avec praticiens... une enveloppe de 100 millions d'euros qui sera allouée pour réagissent. accompagner justement toutes ces transformations. Bernard Genier. Oui, bon, 100 millions d'euros, c'est la moitié du déficit du premier CHU de France. Donc ça dit quand même la modestie de la mesure. Et moi, je crois que pour faire écho à ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de retour en arrière qui soit nécessaire et certainement pas de continuer sur c'est l'hôpital qui est trop dépensier. Non, l'hôpital, il a des vrais problèmes. Et d'ailleurs, un acte que le gouvernement pourrait poser vite, c'est que dans la campagne tarifaire qui va s'ouvrir le mois prochain, il n'y ait pas de baisse de tarifs. Qu'on arrête, qu'on gèle les baisses de tarifs hospitaliers parce que ça n'est plus tenable pour les hôpitaux, en attendant les conclusions et la grande réforme, le plan hôpital, que moi j'appelle de mes voeux. Et côté médecine de ville, bon, les principes, la ministre les a annoncés il y a longtemps. Oui à l'efficience, oui à la rationalisation, mais surtout, comment passe-t-on, elle le dit très bien d'ailleurs, comment passe-t-on d'un système de santé qui a été conçu pour des problèmes de santé, des problèmes aigus, etc., qui ne sont plus les problèmes d'aujourd'hui, où ce sont des maladies chroniques, où ça mêle le médical et le social. Or, le médical et le médico-social sont structurellement coupés un peu dans notre pays distant. Et donc, les nouveaux modes de prise en charge, de rémunération. Vous êtes médecin généraliste. Vous avez un patient qui a 85 ans qui fait une petite insuffisance cardiaque. Vous devez l'envoyer aux urgences. Si vous essayez d'organiser la prise en charge au domicile, ce qui est tout à fait possible, pas besoin d'aller en réanimation à l'hôpital, c'est la croix et la bannière. La réalité, c'est que tout est organisé en silo dans notre pays. Et donc la ministre elle-même le dit, elle le dit depuis qu'elle est entrée en fonction. Et moi, la seule chose que je regrette là, c'est que on ne voit pas, je ne vois pas dans les annonces encore, les actes. Il faut passer aux actes maintenant. Alain Michel Serretti, ensuite je vous donnerai la parole, Michel Amiel. Peut-être aussi un point important, la mesure systématique de la satisfaction des patients. Ça, c'est quelque chose peut-être que vous pouvez saluer. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, au-delà de ça, l'engagement du Premier ministre, dès le départ, dès le début de son discours, a été de dire que cette réflexion sur la réforme se ferait non pas en concertation avec les mouvements usagers, mais avec les mouvements usagers. Donc, a priori, on devra avoir une place aussi importante, si j'ose dire, que les professionnels de santé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut objectivement, aujourd'hui, en 2018, faire repenser le système de santé sans ceux pour qui il est fait. Donc oui, la mesure de satisfaction est tout à fait importante parce qu'on touche au cœur même du sujet. C'est-à-dire que à quoi sert de faire des réformes pour le bien des gens alors qu'ils n'en ont absolument aucune conscience. Donc on doit faire comprendre à la population ce qui doit être fait et comment on va régler leurs problèmes. Encore une fois, le problème des populations, c'est l'accès aux soins et ensuite la qualité, la sécurité des soins. La question, mais vous voyez, on va toucher là deux vaches sacrées. La première, c'est la liberté d'installation et la seconde, c'est la liberté de prescription. Parce que lorsque on parle de pertinence des soins, ça veut dire que derrière, on se pose la question de savoir si la décision d'un médecin qui est, j'allais dire, sans aucune limite, de prescrire tel ou tel examen, tel ou tel médicament, était pertinente. Si la réponse est non, forcément, il faut en tirer des conclusions. Donc, s'intéresser à la liberté de prescription aussi. Et donc, j'ai le sentiment que ce sont les deux piliers de cette réforme pour aborder Michel d'un Amiel, côté elle est en danger, cette liberté de prescription des médecins avec cette réforme, selon vous. C'est vrai qu'elle était rappelée, c'est la qualité et la pertinence des soins qui est au cœur de cette réforme. Deux remarques sur ce que vous venez de dire. D'abord, tout à fait d'accord pour que ce soit bel et bien le patient qui soit au centre du dispositif. C'est pas au médecin généraliste, à l'hôpital, au directeur d'hôpital. Non, c'est le patient. Les deux vaches sacrées que vous évoquez, on a évoqué la première et on est d'accord, pour le moment on n'y touche pas. La deuxième, c'est non, il n'y a que vous qui êtes d'accord. Non, on est d'accord sur le fait qu'on ne l'est pas. On est d'accord sur le fait qu'on ne l'est pas. Je parle de la deuxième vache sacrée, qui est la liberté de prescription. Alors, effectivement, en absolu, il y a une liberté de prescription. En réalité, il y a plusieurs années que, par différentes méthodes, on incite aux bonnes pratiques.
via la Haute Autorité de Santé, via une rémunération forfaitaire pour les bonnes pratiques, les fameuses ROSP. Donc de ce côté-là, je crois que les choses vont plutôt dans le bon sens. Et pour les actes redondants, effectivement, il n'est pas normal qu'un scanner qui a été prescrit en médecine de ville soit prescrit une deuxième fois par le spécialiste et une troisième fois par le spécialiste hospitalier. Et là aussi, on est dans la liberté de prescription. On n'a pas parlé de la tarification. Justement, vous me faites ma transition. On va peut-être faire agir, parce que c'est un des axes forts. Michel Amiel, ensuite, on ça a été quand même un des axes forts qui a été dit. La tarification, effectivement, elle n'est pas qu'hospitalière, mais lorsqu'on parle de tarification, on pense immédiatement on rappelle aujourd'hui cette tarification à l'acte, la fameuse T2A. Les hôpitaux disent que ça nous pousse à faire des actes, parce que c'est de là que découle notre financement. C'est une réalité. C'est une réalité. Et Agnès Buzyn l'a bien dit, on ne doit pas ou on ne doit plus gérer l'hôpital comme une entreprise. Que l'on garde une proportion, mettons la moitié, de rémunération, de tarification liée à l'acte, c'est l'objectif qui est soumis. Après, il faut revenir vers d'autres pratiques. Aujourd'hui, on est à 55%. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas une grosse révolution. On va passer de 55% part de la T2A à 50%. En 2022. Okay. Non, mais je veux dire... c'est important de le rappeler. On est bien d'accord. Terminé, ensuite on est bien d'accord. Mais les nouveaux modes de tarification, il faut les mettre en avant. Ça prouve que la T2A, elle n'est pas si... C'est un chiffon rouge, la T2A. Hein. C'est pas ça qui déstabilise. Comme la liberté d'installation, comme chaque fois qu'on parle de choses fortes. C'est pas ça qui déstabilise ou qui transformera l'hôpital. Qu'est-ce qui déstabilise aujourd'hui l'hôpital, alors Frédéric Valletoux? C'est la perte de sens. Oui, aujourd'hui on a un système de santé confus. Tendez le micro à un médecin généraliste, tendez le micro à un médecin hospitalier. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, mais finalement, nous, quel est notre rôle? Quelle est notre place? À quoi on sert? Bien sûr qu'on fait du soin, bien sûr qu'on prend les gens en charge, mais nous, dans le cabinet de ville, on est totalement débordés, etc. Les praticiens hospitaliers vont dire on n'a plus de moyens, on est essorés. Donc il y a effectivement un problème de perte de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y avait besoin... Alors, est-ce que le discours de ce matin, il suffira? J'en sais rien. Mais il y avait besoin de replacer, et c'est peut-être le sens du travail qui va être fait, chaque acteur à sa place. Finalement, c'est comment il est organisé, notre système de soins? À quoi ça sert un généraliste? Encore faut-il qu'il soit un peu présent partout, aux quatre coins du territoire français. Et à quoi doit être utilisé l'hôpital? Est-ce que c'est d'accueillir 20 millions de visites aux urgences, chiffre qui a doublé en 10 ans, et peut-être qu'il y aura triplé dans les 10 prochaines années si on laisse faire les choses? Est-ce que c'est ça le rôle d'un hôpital, de faire du premier recours, ou est-ce que finalement on rétablit les choses? La ministre, le Premier ministre ce matin, et la ministre depuis quelques mois disent qu'il faut remettre l'hôpital à sa juste place, et tant mieux, c'est son rôle, pour être le moment où on traite le moment aigu de la maladie. Bon, et la médecine de ville doit être restaurée, mais encore faut-il pour ça réorganiser le système. Et pourquoi ne pas décloisonner, de faire rentrer à nouveau les médecins de ville à l'hôpital? Mais peut-être. Comme on peut l'évoquer, en particulier dans le domaine des urgences. Et Bernard Jomier aussi. Sur ces questions de tarification et de rémunération, c'est pas forcément de là que vient le problème. C'est la confusion de l'Ondam qui pose problème. En tout cas, du côté de l'expérience malade, c'est incontestablement un des points durs. Pourquoi? Parce que l'accumulation d'actes fait qu'on a fait des médecins des spécialistes de l'organe malade. Donc on va comptabiliser les prostates malades, les genoux malades sur lesquels on a fait une prothèse, les hanches malades sur lesquelles on a fait une prothèse, en oubliant la personne qui est autour de l'organe malade. Et on va... La valeur du soin, ça va pas être la façon dont la personne va reprendre une vie normale. Ça va être simplement comment l'acte a été pris en charge. Donc, vous avez une perte de sens sur le plan humain, parce que nous ne nous trompons pas. Les hommes et les femmes qui ont choisi de faire médecine, dont vous, monsieur, c'est d'abord pour servir celui qui est en situation de faiblesse. C'est pas pour gagner sa vie et devenir milliardaire. On n'est pas médecin pour ça. C'est hélas de moins en moins vrai. Oui, mais c'est pour autant une vérité en première et deuxième année. Alors après, peut-être qu'en 7e et 8e année, précisément, on commence à perdre ce sens. Mais c'est pas parce que c'est une réalité qu'il faut pas revenir en arrière. Parce que derrière, quand les médecins se réveillent à 30 ou 50 ans, on a vu là, à Grenoble, 37 ans, le suicide de ce neurochirurgien, il se réveille avec une perte de sens perdue, définitivement perdue, et ils voient bien que ce qu'il leur est proposé comme avenir professionnel, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient lorsqu'ils avaient 18 ans. Donc, et du côté du malade, on a le même sentiment, c'est-à-dire que nous ne sommes pas traités comme des humains dans le sens personne du terme, mais comme des organes qu'il faut soigner. Donc on va soigner l'organe. Après, la personne va rentrer chez elle et advienne ce qui pourra du côté de l'hôpital. Et c'est bien ce lien qui manque. Et ce qui fait aujourd'hui la peur
de beaucoup de personnes sur l'ambulatoire, et notamment la chirurgie ambulatoire, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais repartir chez moi. Et ça, cette question-là, c'est vraiment une vraie anxiété, notamment des personnes isolées, seules et âgées, et on n'a pas beaucoup de réponses. On arrive bientôt au terme de ce débat, peut-être votre réaction sur ces questions. Mais oui, mais la question du lien, elle est essentielle, vous avez tout à fait raison. Mais la question du lien, ça veut dire qui fait lien. Or, dans le système, encore une fois, actuel, très en silo, l'hôpital dit c'est moi qui vais faire lien parce que je ne veux pas perdre le patient. Le médecin lui va dire non, c'est moi qui fais. Bon, en plus, souvent, ce n'est pas les médecins. Il faut le dire. Les premiers producteurs de santé, en l'occurrence, ce sont les aides à domicile, c'est l'entourage, ce sont des professions dites paramédicales ou médico-sociales, etc. Et rien pour le moment, encore une fois, n'est prévu pour le financement. Je reprends mon exemple. Vous avez une personne âgée, vous n'avez aucun intérêt à essayer de la maintenir au domicile. C'est tellement plus simple de l'envoyer vers un établissement hospitalier qui, lui, se retrouve à devoir exercer des missions qui ne sont pas ses missions premières. Il est débordé. Et ce que je dis très clairement, c'est que continuer avec les mêmes missions et les mêmes moyens, ça n'est pas possible. Soit on augmente les moyens, soit on modifie les missions. Michel Amiel, on voit quand même cette grogne qui est en train de monter au sein du personnel hospitalier qui demande plus de moyens. Il y a eu ce mouvement sur les réseaux sociaux, balance ton hôpital. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de cette grogne qui est en train de monter, de cette colère qui s'exprime? Je pense qu'il en a pris la mesure, à l'instar de la grogne qui monte au niveau des EHPAD. Et les deux sujets ne sont pas étrangers ou dans d'autres domaines. Comme je l'ai dit en commençant, il faut d'abord une approche de ce qu'il est possible de faire, et puis après le planifier dans le temps. On dit en 3 mois, non, en 3 mois on n'aura pas trouvé les solutions. Créer le lien dépend aussi des acteurs eux-mêmes. Je veux dire, tout ne se décrète pas par le haut, par des décisions ministérielles. Comme vous l'avez dit, monsieur, être médecin, c'est un engagement qui, a priori, relève d'un engagement humain et pas seulement technique. Enfin, en tout cas, je le pense profondément après avoir exercé la médecine 35 ans. Frédéric Valtou, sur cette grogne qui s'exprime, cette colère qui monte du personnel hospitalier, justement. Oui, je crois que la grogne qui s'exprime, c'est d'abord une demande de respect et quelque part une quête de sens, comme on disait. C'est-à-dire, il n'y a pas des revendications. Et le gouvernement l'a entendu, entend cette il n'y a pas des revendications sur une mesure catégorielle, je veux dire. C'est vraiment, à un moment, dire les économies pour les économies, ça suffit. Enfin, on sort d'un quinquennat où on n'a fait que des économies. La contrepartie qui devait être proposée aux économies, aux 3 milliards d'euros économisés ces 3 dernières années, ça devait être des réformes de structure, sur le financement, sur tout ce qu'on a évoqué là. Rien n'a été fait. Et donc on a juste... Vous avez plus d'espoir avec ce gouvernement? Je ne sais pas, mais il faut en avoir en tout cas. Là, aujourd'hui, il est temps de passer effectivement à des vraies réformes, parce que sinon, qu'est-ce que ça va péter? L'élastique sur lequel on tire, il va claquer et personne n'y a intérêt. Personne. Le Sénat a donc entendu ce matin les acteurs de la grande distribution avec une ligne de défense qui a un peu choqué certains d'entre vous. Je vous propose de les réécouter. Chez Carrefour, la défaillance a été identifiée. Elle provient d'une mauvaise gestion des produits retournés en magasin par nos clients. Au-delà des produits que nous avons retirés de la vente, nous avons eu plus de 9000 produits qui ont été ramenés par les clients. Malheureusement, ça a été corrigé, identifié et corrigé depuis. Malheureusement, un certain nombre de produits ont été remis par mégarde dans le circuit de distribution. Qu'est-ce qui explique que 52 produits aient été remis dans les circuits de vente? Comme l'ensemble de mes collègues l'ont dit, c'est avant tout affaire d'exécution non parfaite des clients qui ramènent des produits à l'accueil et des employés qui les remettent en rayon. Donc c'est une affaire d'exécution. C'était le deuxième message que je voulais vous livrer. Attention à la multiplication des procédures. La gestion de crise dans ces cas-là est avant tout affaire d'exécution humaine. Laurent Duplon, on vous a entendu très énervé ce matin après ces propos des représentants de la grande distribution. Vous êtes effaré par ce que vous avez entendu? Effaré plus qu'énervé, oui. Effaré parce que quand on connaît le process aujourd'hui de la façon dont la grande distribution traite les fournisseurs, c'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il serait normal de s'appliquer à soi-même ce qu'on applique aux autres.
Et quand un fournisseur a le moindre défaut, la grande distribution le pénalise. D'ailleurs, je tiens à dire, parce que j'ai oublié de le dire ce matin, que toutes les mesures de retrait sont exclusivement financées par les entreprises, c'est-à-dire par les fournisseurs. Elles sont à la charge. Donc, ce qui veut des dire que fournisseurs. pour la grande distribution, elle n'a pas d'argent à sortir et que même dans les relations commerciales, quand il y a retrait, il y a pénalisation du fournisseur par la grande surface. Donc ce qui m'étonne le plus, c'est que quand on veut que les fournisseurs soient irréprochables et quand on leur applique toutes les pénalités possibles et inimaginables avec une capacité d'ingéniosité effarante, eh bien la moindre des choses, c'est de se l'appliquer à soi-même. Et là, quand on nous explique que c'est des salariés qui ont remis en rayon des produits qui avaient été rapportés suite à un retrait, j'ai des difficultés à l'accepter, oui. C'est d'ailleurs une attitude peu courageuse, nous dit Alain Milon. Patricia Schillinger, on voit finalement la grande distribution se réfugier en quelque sorte derrière cette erreur humaine, celle de ses salariés. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis aussi effarée d'entendre ça, que ce soit les salariés qui soient fautifs. Il y a quand même un process lors des alertes et ce sont les responsables de faire en sorte que ces produits soient retirés. Il y a quand même, je pense, un organigramme, les gens sont informés et c'est pas les personnels. C'est que là, il y a eu défaillance d'information. Et là, c'est très grave. Donc, il faut que tout cela soit vraiment transparent et que la chaîne des retraits soit bien définie. Au fil des auditions, Henri Cabanel, on se rend compte qu'il y a quand même une multiplication des négligences de part et d'autre. Quand on sait qu'il y a énormément de produits qui sont rappelés, retirés des grandes surfaces, ça a été expliqué ce matin. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais ça m'inspire un peu comme mes collègues. À la limite, quand j'entends ce que j'ai entendu ce matin, s'il y avait des sanctions à appliquer, ce seraient les clients qu'on sanctionnerait parce qu'ils ont ramené les produits. Ils ont à mi-mot mis en avant leur responsabilité parce que effectivement, je pense qu'ils sont armés pour savoir comment organiser de tels process, puisqu'ils nous ont expliqué ce matin que c'était régulier, les retraits, et qu'il fallait, soi-disant, les classer par importance. Je pense qu'ils sont très conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils peuvent faire, et surtout de ce qu'ils n'ont pas fait pour éviter tout ça. Ça a surpris tout le monde, le fait qu'ils mettent en avant l'accusation de certains de leurs salariés, où là, voilà, je me demande si c'était fait exprès d'accuser les clients d'avoir mal rapporté leurs produits. Enfin, là, c'est vraiment effarant, quoi. Et pourtant, Laurent Duplon, on voit quand même qu'il y a un facteur humain très important. Ça a été dit ce matin lors des auditions. Est-ce qu'on peut justement empêcher de telles défaillances quand on a un système comme ça qui est géré par le visuel, par les salariés aussi qui vont voir les produits à retirer en rayon ? Oui, après, je ne sais pas répondre à une question comme celle-ci parce que je ne sais pas comment est organisée la réception des produits qui sont retirés. Moi, ce que je voudrais bien faire comprendre à tous ceux qui nous regardent, c'est le système aujourd'hui de la commercialisation des produits en France. Nous avons depuis 3 ans, depuis 4 ans même, la création de 4 grandes centrales d'achat qui pèsent sur 88,5% des produits vendus en France. Ces 4 centrales d'achat achètent à de multiples fournisseurs. Et ces 4 centrales d'achat, dans leur capacité de négocier, ont une façon de le faire qui est totalement irrespectueuse de leurs fournisseurs. Et je trouve que ce système qui a été mis à jour démontre que la grande distribution qui se charge de pointer du doigt ses fournisseurs en sans arrêt les condamnant et en sans arrêt les pressurisant, ne se donne pas les moyens de respecter la moindre des choses qui est la qualité du service rendu à la population. Pour autant, ça ne doit pas dédouaner Lactalis en tant que fournisseur de ses obligations aussi de contrôle, Laurent Duplon. Bien sûr. Je ne parle pas de dédouaner Lactalis. Je pense aussi que notre rôle de sénateur, et après je peux comprendre que tout le monde ne partage pas le même avis, c'est aussi de se dire, de regarder l'histoire. En 1950, 15 000 cas mortels d'intoxication alimentaire existaient en France. Le système qui a été mis en place depuis 1950 permet de ne presque plus avoir de cas mortels d'intoxication alimentaire. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, un pays voisin du nôtre, celui de l'Allemagne, qui avec des pousses de soja bio, a eu 21 morts liés à des cas d'intoxication alimentaire. Donc notre système n'est pas totalement à clouer au pilori. Je pense qu'il y a certainement des choses encore à améliorer,
pour se rapprocher le plus possible du risque zéro, mais c'est aussi d'avoir conscience que le risque zéro n'existe pas et qu'à un moment donné, le système commercial comme il est mis en place en France pousse la maximisation et le regroupement de tous les produits et qu'à un moment donné, ça augmente aussi la capacité des risques. Alors que j'accueille Quentin Guillemin, vous êtes le président de l'association des familles de victimes du lait contaminé au salmonelle. Vous avez assisté également ce matin à ces auditions publiques qui ont d'ailleurs été retransmises sur notre antenne. Vous avez découvert de nouveaux éléments qui ont pu vous surprendre ? Bah écoutez, on découvre des choses tous les jours dans cette histoire, donc effectivement, on est surpris tous les jours. Vous voyez, je suis obligé de venir effectivement au Sénat, ce qui n'est pas un problème, mais de venir au Sénat pour découvrir des choses. Monsieur le directeur général de l'alimentation hier a révélé au Sénat que les contrôles dont ils avaient eu connaissance étaient divergents des contrôles dont avaient eu connaissance les inspecteurs qui étaient passés dans l'entreprise. Chose que nous ne savions pas. On découvre que des produits ont été testés positivement en 2011, chose que nous ne savions pas. On découvre ce matin qu'une des excuses que prennent les distributeurs pour dire nous avons continué à vendre des produits retirés du marché était le fait que les clients aient ramené des produits contaminés. Donc, on découvre des choses tous les jours. On découvre ce matin que les conditions d'hygiène dans l'entreprise sont discutables. C'est un témoignage, effectivement, d'une ex-employée. Donc, effectivement, on est surpris et en même temps, pour tout vous dire, on commence à ne plus l'être. Parce que, encore une fois, au fur et à mesure qu'on tire la ficelle, on découvre des choses. Et j'aime autant vous dire que les explications qui ont été données ce matin sont pour nous, je ne sais pas ce qu'en pensent mesdames et messieurs les sénateurs, mais sont pas du tout satisfaisantes. Comment on peut expliquer qu'on fasse un produit en promotion le 3 janvier, produit retiré du marché et qu'on pousse finalement les clients à acheter ce produit dans les enseignes. Et je parle d'enseignes dans tous les magasins du même groupe. Donc ce n'est pas une erreur individuelle. Ce sont des erreurs collectives et donc d'un système qui n'a pas fonctionné. Comment se fait-il que l'enseigne ait décidé de faire une promotion au 3 janvier sur ses produits à moins 30 ou moins 40%, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est quand même... Et sur ce type de produit, nous n'avons jamais des promotions de ce type-là. Henri Cabanel, je voudrais qu'on revienne à ce que disait aussi Laurent Duplon sur cet aspect. Le risque zéro n'existe pas, certes, mais est-ce que c'est un argument que les familles justement des victimes peuvent entendre ? Le risque zéro n'existe pas, mais il faut se poser la question, quels moyens peut-on se donner pour une meilleure sécurité alimentaire ? C'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une baisse d'effectifs dans la fonction publique. Il y a depuis 10 ans 1000 emplois de moins dans les services vétérinaires. Il y a ce qui nécessitait avant, donc, avec ces salariés et ces fonctionnaires, des contrôles plus réguliers dans les entreprises. Une entreprise comme Lactalis était contrôlée 4 à 5 fois par an, puisque c'est quand même un gros groupe. Aujourd'hui, elle ne l'est qu'une fois par an. Et on demande à ces entreprises des autocontrôles. Autocontrôles qu'elles font et qu'elles doivent fournir à la DGCCRS s'il y a un problème. Je rappelle que Lactalis, les problèmes ont été décelés au mois d'août. Et que les premiers retraits ont été quelques mois plus tard. Donc là, il y a un laps de temps, à mon avis, trop important. Et à nous de voir... Hier, c'était en 2009 déjà. Et en plus, il y avait eu quelques problèmes les années avant. Donc la question que l'on doit se poser, effectivement, c'est quels moyens veut-on se donner pour assurer une sécurité alimentaire digne de ce nom ? Je rappelle, et ça nous avait été... il y a eu une information du directeur général de l'alimentation avant-hier qui disait que dans d'autres pays, et notamment au Danemark, on met 8 fois plus d'argent pour le contrôle sanitaire. Donc la question, est-ce que l'on veut réellement un vrai contrôle sanitaire digne de ce nom, avec les moyens qu'on doit lui doter ? Moi, j'aimerais bien savoir, dans cette entreprise combien de moyens sont mis dans la sécurité alimentaire. Parce qu'à l'heure actuelle, on est incapable de le savoir. Oui. On est incapable de le savoir parce que de toute façon, l'entreprise ne publie pas ses comptes. Donc, il faut de la transparence de la part de Lactalis, effectivement. Je vous propose, puisqu'on en parle, d'écouter justement un extrait de l'audition du directeur général de l'alimentation. C'était donc hier au Sénat. Ce qui est dommage, c'est que dans la mesure où la plupart des cas, c'est à nouveau des salmonelles à agona, au-delà du fait que ça n'a pas été transmis, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu finalement un questionnement au niveau de l'entreprise, je suis très direct, sur le fait que c'était quand même étonnant de retrouver une salmonelle à agona à plusieurs reprises au fil des années, alors qu'on l'avait trouvée en 2005.
Directeur, juste pour que je comprenne, enfin pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que pendant toutes ces années, il y a eu des autocontrôles d'environnement quelques-uns positifs, dont on n'a faisant pas eu apparaître une salmonella, la salmonelle, qui ne vous ont pas été transmises. C'est ça. Alors que vous aviez demandé l'ensemble des autocontrôles. Lorsqu'on fait l'inspection au niveau des établissements, effectivement, un des éléments de vérification du PMS, c'est la vérification des autocontrôles. Patricia Schillinger, comment on peut faire pour justement obliger une entreprise à fournir ces autocontrôles, surtout quand ils sont positifs? Mais là, il faut pousser les choses, les laboratoires, il faut revoir le système, il faut demander plus de contrôle, il faut que ce soit inscrit, soit par la loi, soit par une autre façon de travailler. Mais là, c'est juste insupportable. Moi, en tant que mamie et maman, je comprends les inquiétudes et surtout aujourd'hui, c'est tous les parents, c'est tous les Français qui sont inquiets sur l'alimentation, sur les vaccins. Aujourd'hui, il faut de la transparence et puis il faut punir. Je pense que là, il y a des choses, des défaillances qui sont visibles et là, il faut vraiment punir. Donc, il faut que la loi elle soit beaucoup plus dure et il faut avoir des représailles. Laurent Duplon, sur ce qu'on vient d'entendre, justement sur ces autocontrôles qui ont finalement été cachés, en tous les cas, qui n'ont pas été transmis aux autorités sanitaires. Là-dessus. Pas sur le principe de dire si ça a été caché, c'est l'enquête judiciaire qui fera le déballage de toutes ces choses-là. Et c'est normal que si l'enquête judiciaire va jusqu'au bout, s'il y a des choses à condamner, que les choses soient condamnées. Moi, ce que je veux bien faire comprendre aussi, c'est la problématique dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans le monde commercial. Communiquer ses comptes, même si c'est la loi, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'entreprise devrait le faire, je pense que c'est une erreur qui a été faite en France, parce que ça veut dire que toutes les entreprises françaises ont une différence par rapport à toutes les autres, puisqu'elles communiquent leurs comptes quand les autres ne les communiquent pas. Ce qui fait que les autres ont une capacité en termes de productivité et en termes d'information qui est nécessairement et obligatoirement plus importante que celles qui sont en France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, dans le même temps, il faut savoir que les consommateurs français ne mangent pas que des produits français. Et qui mangent aussi des produits qui proviennent de l'étranger. Et que dernièrement, le président de la République a accepté de dire à son homologue argentin que les accords du Mercosur vont être signés. Ces accords du Mercosur vont faire que demain, 100 000 tonnes de viande en Europe vont rentrer avec des standards de production qui sont radicalement opposés aux nôtres. Des animaux qui ne sont pas tracés, des animaux qui ne sont pas identifiés, des animaux où le bien-être animal n'est pas respecté. Le Brésil, par exemple, qui fait partie du Mercosur, est englué aujourd'hui dans une affaire de viande avariée, qui est d'ailleurs mis sur la scène brésilienne. Donc, moi, je veux bien qu'on cloue au pilori les entreprises françaises. Regardons dans le même temps que dans le même temps, il y a des produits mondiaux. L'objectif, c'est pas forcément de clouer les entreprises françaises au pilori, mais de les mettre aussi face à leurs responsabilités en matière de sécurité sanitaire, Henri Cabanel. Prenons garde à cela, parce qu'à un moment donné, nous aurons plus de production française, et tous les produits qui rentreront seront des produits autres que les produits français, avec des règles qui seront complètement différentes. Et Quentin Guillemin. Oui, j'entends bien ce que dit mon collègue. C'est la question que j'avais posée donc au directeur de la communication de Lactalis, qui nous expliquait que parce que c'était une entreprise familiale, il ne souhaitait pas publier ses comptes. Ça, c'est une question que le législateur aurait dû se poser en amont. Mais il y a eu la loi Sapin 2, la loi c'est la loi, et la loi elle doit être pour tout le monde, pour tout le monde. Et donc, il est dans l'obligation de respecter la loi. Et en termes donc de respect de la loi ou d'autocontrôle, parce que effectivement, je répète que la volonté du président de la République, c'est quand même de supprimer 120 000 fonctionnaires. Donc, on va affaiblir encore les capacités que l'on pourrait se donner pour assurer une meilleure sécurité alimentaire. Mais je pense qu'il faut, et Patricia vient de le dire, je pense qu'il faut accélérer sur les sanctions. Que les sanctions soient véritablement dissuasives. Aujourd'hui, il n'y a que des sanctions financières. Ouais. Peut-être faut-il y intégrer des sanctions pénales pour que vraiment ça soit dissuasif et que les entreprises, non pas pour les gêner, mais pour leur faire assumer leurs responsabilités face donc aux dangers qu'ils peuvent créer avec donc ce qu'on vient de connaître avec Lactalis. Quentin Guillemin. Oui, deux choses. Alors effectivement, j'allais dire exactement la même chose. La loi, c'est la loi, elle s'applique pour tous. Et on peut avoir des débats à n'en plus finir sur la légitimité d'une loi ou d'une autre. Je crois que c'est ce que vous faites au quotidien quand vous faites la loi. Mais une fois qu'elle existe, elle doit s'appliquer.
Et donc il serait temps que Lactalis se conforme à la loi, comme tout citoyen en France aujourd'hui. Donc je le dis, et je le dis haut et fort. Et ce groupe-là, j'entends ce que vous dites sur les entreprises françaises, mais ce groupe-là a une responsabilité, il a une responsabilité d'autant plus grande, vous voyez, qu'il met effectivement un doute sur toute une filière française. Moi, j'ai eu des éleveurs au téléphone, j'ai eu un certain nombre d'autres entreprises. Je le dis, ils mettent en difficulté tout un secteur par leurs agissements. Et donc, il va falloir qu'ils en répondent. Parce qu'ils mettent gravement en difficulté, d'abord, évidemment, la France et on va dire ce que peut apparaître en termes de visage français Lactalis, mais toute une filière qui est derrière. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Et je le dis aussi, mais la loi, c'est aussi, elle doit s'appliquer à tous. Et quand, vous voyez, l'Ordre national des pharmaciens dit... C'était auditionné ce matin également par le Sénat. Et je voulais y revenir parce que j'ai eu la présidente de l'Ordre national des pharmaciens il y a quelques jours au téléphone. Et je lui ai demandé pourquoi les pharmaciens qui avaient été pris la main dans le sac n'avaient pas été sanctionnés. Elle était tout à fait d'accord avec le fait qu'il fallait sanctionner extrêmement rapidement et de manière extrêmement ferme, parce que ces gens ces 12 pharmaciens qui ont été pris la main dans le sac dans leur deuxième contrôle, sont des gens irresponsables qui ne devraient plus exercer. Je le dis comme ça, parce que ce sont des gens qui abîment l'image des pharmaciens en France. Et Madame Wolf était prête à sanctionner ces pharmaciens. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ça ne s'est pas fait parce que l'État n'a pas été transparent et n'a pas transmis les noms des pharmaciens à la présidente de l'Ordre national, qui n'a pas pu saisir du coup ces instances pour pouvoir sanctionner rapidement les pharmaciens. Donc là, je le dis, il va falloir des sanctions. On nous a promis des sanctions, le président de la République a promis des sanctions dans cette affaire. Il y a des possibilités de sanctions immédiates. Il va être temps que l'État prenne ses responsabilités et fasse en sorte que la transparence soit réelle, y compris dans tous les domaines, et que là, il y a des sanctions qui puissent être prises, parce qu'il en va de l'image, y compris d'une profession dans cet exemple, mais plus généralement de l'image de la France et des éleveurs et de toute une filière. Donc j'entends les débats, mais en même temps, il y a la loi et il va falloir la respecter. On voit bien la volonté du Sénat de multiplier les auditions sur ces thèmes pour améliorer finalement les mécanismes qui n'ont pas fonctionné. Quelles sont les pistes justement qui peuvent être envisagées ? Ça passe forcément par des sanctions financières, pénales ? Tout à fait. Il faut passer par là et le gouvernement en est conscient. Et je pense, nous les parlementaires aussi, on ne peut pas laisser le doute. Et il y a des consommateurs et des producteurs, vous l'avez dit vous-même. Mais au-delà de ça, les consommateurs sont des consommateurs aussi européens. C'est-à-dire qu'ils trouvent ces produits en Europe. Il faut aller au-delà, il faut vraiment il faut avoir une transparence à ce niveau-là. Et vous l'avez dit, il faut vraiment que ce qui s'est passé ces dernières semaines ne se reproduisent plus. Effectivement, c'est dans les quelques jours qui vont se passer où là, il faut mettre tout en œuvre pour que cela cesse et que on puisse trouver le meilleur système d'alerte aussi. Pourquoi pas un système d'alerte comme le système d'enlèvement qu'on passerait à la télé par des médias, qu'on n'achète plus ces produits, mais aussi qu'on dénonce là où on les trouve. Voilà, il y a plein de pistes. Il faudra les explorer et puis avancer vraiment sur ce sujet. Laurent Duplon, il y a des propositions d'ailleurs qui ont été faites ce matin par la grande distribution elle-même, mettre en place des sites internet, finalement des plateformes d'information. Il y a des choses que vous avez entendues qui peuvent être mises en place rapidement, justement ? Aujourd'hui, avec le système informatique, il faudrait que toutes les caisses puissent arrêter un produit qui arrive à la caisse quand il est en retrait. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, on a des capacités un code barre, c'est pas si simple que ça. Avec l'informatique, de faire des choses. Mais tout cela, ça n'a de sens que si derrière... le système de la chaîne humaine se fasse correctement. Si vous arrêtez le produit à la caisse et que la personne qui a derrière reprend le produit et le remet en vente, vous pouvez l'arrêter 100 fois, ça n'a aucun sens. Donc ce qu'il faut, c'est que derrière, il y a véritablement un protocole là-dessus. Il faut un protocole. Sur la pénalisation ou les pénalités qu'on peut apporter. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on attende, c'est l'enquête. Est-ce qu'il en ressortira ? Et s'il y a un jugement, eh bien, que ce jugement se fasse. Parce que quand on parle, par exemple, des analyses concernant l'environnement, Lactalis a fait 17 000 analyses concernant l'environnement. Il n'a pas l'obligation de les communiquer obligatoirement sur l'environnement. L'obligation qu'il y a sur un produit, c'est d'avoir un produit le plus sain possible.
Alors, il est vrai que plus l'environnement est sain, plus le produit a des chances d'être sain. Mais c'est pas parce que l'environnement n'est pas obligatoirement sain que le produit n'est pas sain. Donc, il y a aussi tous ces éléments-là. Et il faut connaître l'agroalimentaire pour connaître ces éléments-là. Et que je pense qu'il faut raison garder là-dessus et attendre de voir la totalité de l'enquête et la totalité des choses qui seront dites pour véritablement porter un vrai jugement. Des doutes de plus en plus sévères sur justement l'environnement sanitaire, notamment de l'usine de Lactalis. J'entends ce qu'il dit. En même temps, l'ANSES dit elle-même que s'il y a l'Agence nationale de sécurité sanitaire. S'il y a de la salmonelle dans l'environnement, il y a de forts risques pour qu'il y en ait dans les produits. Donc à partir du moment où il y a de forts risques, il y a des mesures à prendre, et des mesures immédiates et rapides et d'ampleur. Parce que là, on voit que au fur et à mesure des années, tous les ans, quasiment, il y avait des contrôles positifs, des autocontrôles positifs dans l'environnement. Écoutez, c'est le DGAL qui dit ça. Moi, je ne mets pas en doute sa parole, et ce sont des paroles qu'il a tenues devant vous, écrites, qui sont sous PV, et je vous assure qu'on les fournira à la justice s'il le faut. Mais il y a des responsabilités. Et encore une fois, il va falloir en répondre. Donc je le dis, et je dis simplement, quand on parle de zéro risque, oui, effectivement, il n'y a pas zéro risque. Mais enfin, toutes ces marques, elles ont fait leur image de marque comment ? Elles ont fait leur image de marque en vendant aux consommateurs zéro risque. Tout à fait. Donc maintenant, il faut qu'elles assument leur démarche commerciale. Le mot de la fin. Merci à vous, Quentin Guillemin. Merci, Patricia Schillinger. Merci, Laurent Duplon. Merci, Henri Cabanel. Première question pour vous, Céline Parizeau, puisque c'est vrai qu'on voit ce front commun qui est en train de se dessiner contre la réforme judiciaire de la garde des Sceaux. C'est plutôt rare. Qu'est-ce qui vous a motivé justement pour vous allier notamment au syndicat de la magistrature? Vous n'êtes pas forcément toujours d'accord avec cet autre syndicat? Effectivement, ça fait pas mal d'années qu'on n'a rien fait ensemble et là on s'est dit que c'était vraiment le moment. On n'est pas tout seul puisqu'il y a tous les fonctionnaires des greffes et les avocats qui sont partie prenante avec nous de ce mouvement. Alors c'est pas contre la réforme d'une manière générale, parce qu'il y a une partie de la réforme à laquelle on n'est pas opposé, notamment vous parliez de la réforme numérique et effectivement ça, au contraire, on l'appelle de nos voeux depuis des années et il est temps que le numérique entre réellement en juridiction parce que malheureusement pour le moment il n'y est pas. C'est peut-être pas le cas partout, on y viendra au cours de ce débat. Oui. Mais voilà, il y a un manque criant de moyens, de budget, qui fait que les réformes qu'on nous annonce nous font extrêmement peur, parce qu'on voit bien qu'elles ne sont faites que pour pallier la pénurie, en tout cas une bonne partie d'entre elles, notamment la réforme de la carte judiciaire. Et ce qui compte au final, c'est ce que va y perdre le justiciable au passage, la proximité de la justice, la possibilité de pouvoir s'adresser à un juge quand on a une difficulté, tout simplement. Jérôme Gabaudan, les avocats seront également aux côtés, ça a été rappelé, des magistrats demain. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette réforme annoncée? Est-ce qu'elle est au pas de charge aussi? Oui, il y a un problème de méthode et il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on oublie, parce qu'on manque de moyens, on l'a dit, on le redit, je crois que c'est un constat que les uns et les autres ont déjà acté, on oublie que le problème de la justice, ce qu'est la justice en réalité, c'est une autorité. C'est un des fondements de la démocratie. Et on a l'impression en réalité que sur le fond, on est en train de glisser sur la volonté des pouvoirs publics d'éloigner réellement le justiciable du juge, de son juge. Les avocats, on n'est pas toujours d'accord avec les juges. Mais on les aime bien parce qu'ils ont ce mérite d'exister et de trancher les litiges. Et donc la question de fond est de savoir si à un moment ou à un autre, nous ne sommes pas sur une forme de dérive, de volonté d'assécher le recours au juge par la complexification des procédures, le numérique sans prendre en compte effectivement la fracture numérique qui peut exister dans ce pays, et puis surtout sur l'éloignement géographique, dans le regroupement de juridictions, dans des réformes qui finalement, oui, éloignent le justiciable de son juge. Et ça, c'est un problème de démocratie. Sur la forme, beaucoup de concertation, non. Alors 15 octobre. Oui. Jérôme Gabaudan, puisque vous dénoncez cette absence de concertation, je vous propose d'écouter Nicole Belloubet au moment où elle a lancé justement sa réforme judiciaire. Elle vantait justement la méthode mise en place par le gouvernement. On l'écoute. Nous allons faire appel à l'ensemble des praticiens pour qu'ils puissent, comme je l'ai dit à l'instant, réfléchir dans chaque ressort de cour d'appel et nous faire remonter des propositions de la nature de celles que nous avons entendues à l'instant et qui sont extrêmement concrètes.
Faut-il développer le champ de la médiation obligatoire? Faut-il développer, la réponse est évidemment oui, le traitement informatisé? Il n'y a pas eu de concertation, Jérôme Gabaudan? Oui, il y a une forme de concertation. Et il y a beaucoup de sujets où les avocats sont prêts à avancer. La médiation, l'acte d'avocat, la volonté d'obtenir un titre exécutoire lorsqu'un acte d'avocat est rédigé. Mais sur la concertation, 15 octobre, des chantiers se mettent en place. Restitution le 15 janvier. Nous nous mettons tous à travailler les uns les autres et en réalité, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et cette volonté de travailler par chantier, vous aurez remarqué qu'hier ont été lancés les 5 chantiers en matière de santé. Donc cette volonté d'attaquer les problématiques au pas de charge dans cette cosmétique technocratique du chantier, ça va 5 minutes. Alors, en réalité, la réponse, oui, bien entendu. Mais nous en sommes là. Est-ce que 15 c'est une janvier, réforme 15 février. au pas de charge que le gouvernement est en train de mener justement pour réformer la justice? Est-ce que vous entendez justement ce qui est dit sur ce plateau? Mais ce qui fait consensus, c'est qu'il y a une véritable urgence à redonner à la justice de notre pays les moyens d'agir efficacement et de répondre aux missions qui sont les siennes. Et de manière globale. C'est la justice, mais c'est aussi les questions de sécurité, les questions évidemment d'administration pénitentiaire qui ont fait l'actualité il y a peu de temps. Donc il y a urgence. Philippe Bas d'ailleurs a contribué à la rédaction d'un rapport il y a quelques années qui révélait cette urgence. Donc on est tous d'accord. Nous avons un président de la République qui, lors de sa campagne, a pris un certain nombre d'engagements qui sont très clairs. Nous avons une ministre de la Justice et un ministre du Budget qui, lors du projet de loi de finances pour 2018, a acté un certain nombre de choses, on y reviendra, avec une dimension pluriannuelle et des perspectives. Une ministre de la Justice qui lance une concertation en appelant tous ceux qui le veulent bien. Je note qu'un certain nombre de magistrats ont décidé de boycotter la concertation. Dont acte, peu importe, c'est dommage. Tous ceux qui ont pu contribuer, et ils sont des milliers, sur chaque thématique, ont pu le faire et de manière utile. Nous avons les auteurs d'un rapport qui remettent un certain nombre de préconisations et le gouvernement, qui est dans son rôle, de dire, sur la base de ce rapport, avec les productions, notamment du Sénat, notamment de la commission des lois du Sénat antérieure, avec les analyses précédentes, et bien maintenant, nous avons cette étape de concertation, de travail préparatoire à une future loi qui permettra cette refonte dont la justice a besoin. C'est une refonte organisationnelle. Je comprends qu'elle puisse faire peur, mais quand on regarde les préconisations de près, moi je ne partage pas l'inquiétude qui a pu être exprimée, notamment sur l'évolution des tribunaux d'instance et de grande instance, ni sur les moyens. Mais enfin, nous avons là une proposition de simplifier nos procédures pénales et civiles, de mener à bien cette transformation numérique qui a été amorcée par le projet de loi Urvoas, la justice du XXIe siècle, mais qui n'a pas eu les moyens, qui n'a pas été abouti ou concrétisé suffisamment. Et à chaque fois dans ces rapports, il y a des préalables. Le préalable, c'est d'approfondir ce qui a été mis en place, d'achever avec les moyens nécessaires ce qui a été enclenché et ce qui est positif. Et sur cette base-là, à très court terme, parfois avec des échéances 2018, comme vous le disiez, et sur cette base-là, de travailler à la suite et aux préconisations éventuellement. C'est vrai que le Sénat s'est emparé de ces questions il y a déjà plusieurs mois avec vos 2 propositions de loi sur une loi de programmation justement budgétaire pour la justice sur 5 ans et aussi des mesures pour le redressement de la justice. Finalement, cette réforme de la justice, le Sénat l'a déjà faite, c'est clé en main, c'est prêt? Vous avez tout dit. Moi, je ne trouve pas qu'on aille au pas de charge, et je trouve qu'on perd du temps. D'abord, la justice, c'est pas seulement une autorité, c'est un grand service public, aussi important pour les Français que l'école ou les hôpitaux. Chaque année, 2 700 000 nouvelles affaires civiles, 1 200 000 nouvelles affaires pénales, des délais qui ne cessent de se rallonger, des emplois de magistrats et de greffiers non pourvus, et année après année, on contemple ce spectacle proche de l'asphyxie ou de l'embolie et on ne fait rien. Le Sénat a pris ses responsabilités. Il a adopté une loi de programmation, comme ça a été le cas en 2002. Seule période de 5 ans où on a augmenté les crédits de la justice de 37%. On a laissé passer le budget pour 2018 sans faire la loi de programmation.
Je crains qu'on ne laisse passer le budget de 2019 sans l'affaire. Or, ce redressement n'est possible que sur plusieurs années. Pour moi, pas de réforme sans moyens. Car sinon, le soupçon que vous énonciez, Madame Parisot, tout à l'heure, que la réforme consiste à gérer la pénurie, eh bien ce soupçon sera légitimé. Le budget de 2018 est très en dessous des attentes. Figurez-vous que pour les constructions de places de prison, les autorisations de programme baissent de 77%, les crédits de paiement d'un tiers, les crédits pour les bracelets électroniques baissent de 27%. Aucun effort pour combler les emplois vacants, notamment dans l'administration pénitentiaire. Il ne faut pas s'étonner face à cette lenteur qu'il y a un mois, l'administration pénitentiaire ait été en berne et que demain, les magistrats et les avocats protestent et tirent la sonnette d'alarme. Cette sonnette d'alarme, nous l'avons tirée dès avril dernier par un rapport consensuel de toutes les forces politiques du Sénat, traduit par des propositions de loi. Et ce que nous demandons pour faire face à l'urgence, c'est que le gouvernement n'ait pas d'amour-propre d'auteur et qu'il inscrive sans tarder la loi de programmation et la loi de réforme de la justice à l'Assemblée nationale. On gagnera ainsi au moins 6 mois sur le calendrier et Mme Belloubet pourra à ce moment-là se servir de la loi de programmation pour avoir un vrai bon budget pour 2019. Arnaud Belloni, ensuite Céline Parisot. Deux éléments. Le projet du Sénat et celui du président de la République sont à peu de choses près les mêmes. Y compris sur les aspects budgétaires. Et pourquoi ne pas adopter notre réforme, notre loi de programmation ? Je crois qu'il est important néanmoins qu'il y ait ce temps de concertation, d'amélioration avec les professionnels et un temps d'appropriation du projet. Et on voit bien que ce n'est pas spontané et naturel. Je veux bien vous laisser le bénéfice du doute encore 15 jours ou 3 semaines, mais pas plus. Je partage l'objectif et le constat d'une urgence, pleinement, comme le gouvernement. Et second point, j'ai une analyse un petit peu différente du président Bas sur ce qui a été cranté, notamment lors du budget 2018. Je ne vais pas abreuver de chiffres, mais simplement dire que dans le contexte actuel, le budget a été augmenté globalement de près de 4%. Moins que celui de M. Urvoas, vous devez le reconnaître aussi. Oui, mais sur un trend de 2,6 sur les années précédentes globalement. Et ce qui est plus intéressant, c'est que cette augmentation, il est prévu pour 2019 à nouveau 4,3%, sur 2020 5,1%, et on est sur un trend qui nous amène à un budget de la justice de 10,5 milliards à 5 ans. C'est exactement ce que le Sénat, comme le projet du président de la République, estime nécessaire comme budget pour donner. Mais c'est insuffisant, hein, c'est ce que disait magistrat. 1,8% du budget public, ça fait 64 euros par habitant. Ça fait 64 euros par habitant. Ce sont les chiffres justement des syndicats. Et la France est au 23e rang sur 28 des pays européens pour sa justice, Céline Parisot. Au sein de l'Union européenne, c'est clair qu'on est parmi les tout derniers. On a à peu près 3 fois moins de magistrats que partout ailleurs dans l'Union européenne. Au niveau des greffiers, on a 1800 postes qui sont vacants. On a 500 postes de magistrats sur 8000. Il faut rappeler qu'on n'est que 8000 en théorie. Et il y en a déjà 500 qui ne sont même pas pourvus, même pas recrutés. Les effectifs des promotions actuelles ne sont même pas au maximum de la capacité d'accueil des écoles. On a estimé que cette concertation, elle était, comme dit M. Bas, une perte de temps. Pour nous, c'était une concertation en trop. La concertation, il y en a déjà eu énormément. Il y a des rapports dans tous les sens qui ont été rendus, sur bien plus que les 5 dernières années. Donc, il n'y avait pas besoin de perdre ce temps supplémentaire. Effectivement, la loi de programmation, on la réclame depuis des années. Là, elle va peut-être voir le jour en 2019. C'est une bonne chose, mais pour l'instant, on ne sait pas bien ce qu'il va y avoir dedans. Et les préalables que rappelait M. de Bellene tout à l'heure, les préalables qu'ont posés les auteurs des différents rapports sur les chantiers, il y en a un que vous avez omis. Le préalable, c'est de renforcer les effectifs. Les effectifs des SPI, pour suivre les condamnés, les effectifs de magistrats, les effectifs de greffe. Ça, c'est écrit dans les rapports. Et le problème, c'est qu'on va passer directement à la réforme sans remplir les préalables. Jérôme Gavaudan. Et notamment, je voudrais vous entendre sur une des dispositions, puisque la représentation par avocat deviendrait obligatoire pour tous les litiges portant sur des montants supérieurs à 5 000 euros. Ça, c'est important pour votre proposition. Oui, mais brièvement sur le fond aussi. Ce qui nous gêne, c'est que dans le rapport du sénateur Bas, c'est un ensemble de choses budgétaires avec un certain nombre de propositions sur lesquelles on est d'accord ou pas d'accord sur la régionalisation, mais au moins c'est un ensemble. Or, le sentiment que nous avons, c'est en ce sens que je dis, c'est marche forcée, c'est qu'on prend les points irritants à la marge
les plus négatifs, les plus réducteurs, ceux qui empêchent l'accès au juge, et on en fait l'existence même d'une réforme. Alors que, quelque part, il peut y avoir effectivement un débat, des points d'accord, de désaccord, mais là, on est sur les points irritants, c'est-à-dire, et on ne se préoccupe pas, on l'a dit, du budget. Sur la représentation obligatoire, c'est un point qui nous sépare, c'est un des rares points qui nous sépare avec l'USM. La question, c'est que, effectivement, nous estimons, nous les avocats, qu'on a plutôt intérêt d'être défendu par un professionnel devant un juge que de ne pas l'être. C'est notre position de principe. C'est donc une revendication de la profession d'avocat de dire, effectivement, il doit y avoir, si on est dans une mécanique de réforme, on doit entrevoir la question de la représentation obligatoire qui, pour nous... Il faut une réforme de l'aide juridictionnelle. Et il faudrait aussi... Ça ne nous sépare pas. Non, parce nous, que, ce qu'on dénonce, c'est que l'aide juridictionnelle à côté n'est pas suffisante. Et en réalité, exactement, cette idée qui est de dire la question du recours obligatoire à l'avocat peut entraver effectivement le recours au juge, oui, mais si le système ou la mécanique de l'aide juridictionnelle est réadaptée, réorientée, et nous faisons, la profession d'avocat, des propositions sur cette question-là, alors effectivement, il peut y avoir de la représentation obligatoire qui serait ramenée à un seuil européen à hauteur de 5 000 €. Et dans ce cas, ce serait une excellente chose. Et dans ce cas, ça serait une excellente chose. Et c'est vrai que sur ce point, effectivement, nous est-ce que les mesures annoncées par le gouvernement, c'est aussi une réforme de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom? On voit l'inquiétude sur certains lieux de justice qui pourraient être fermés. Honnêtement, je ne sais pas ce que veut faire le gouvernement. Des groupes de travail se sont réunis, ils ont remis leurs rapports. Ces rapports ont été rendus publics. Madame Belloubet, à ce jour, n'a pas déposé un projet de loi pénale, ni un projet de loi de programmation. Et je lui dis, pardon d'insister, mais un travail très important a déjà été fait. Dans notre pays, les réformes ne viennent pas nécessairement du gouvernement et du pouvoir exécutif. Nous amenons sur un plateau une loi de programmation consensuelle avec une loi organique de réforme de la justice qui a également été consensuelle au Sénat, qui comporte néanmoins certains aspects qui doivent donner lieu à un débat avec les professionnels. Mais pourquoi tarder alors que cette urgence est signifiée partout en France? Vous savez, quand nous avons fait notre rapport, nous avons entendu 350 personnalités du monde judiciaire. Nous nous sommes déplacés pendant près d'1 an, à raison d'1 ou 2 déplacements par mois, dans les prisons, dans les écoles de justice, dans les tribunaux. Nous savons de quoi nous parlons. Nous avons vu la détresse des magistrats et des greffiers. Pas d'amour propre d'auteur, c'est la formule employée par Philippe Bas. La réforme du Sénat, elle est la clé en main. Pourquoi le gouvernement ne s'en saisit pas? Mais d'ailleurs, Madame Belloubet a dit et répété, notamment en séance au Sénat, que les travaux du Sénat étaient d'une grande qualité et méritaient d'être intégrés pleinement à la réflexion. Moi, je suis prêt à intégrer la réflexion de Madame Belloubet à notre propre travail aussi, je tiens à le dire. J'ajoute qu'on voit bien qu'il y a une démarche globale. Justice, police, Gérard Collomb a annoncé un certain nombre de choses, notamment sur les tâches indues et l'évolution de l'organisation de notre police. Pénitentiaire, il y a un certain nombre de travaux et de projets qui sont menés. On voit bien qu'il y a une approche globale qui n'aurait pas de sens. La réforme n'aurait pas de sens sans cette approche globale. On voit bien qu'il y a une mobilisation de moyens. Et je le répète, dans le contexte actuel, c'est un signe qu'il faut prendre pour ce qu'il est. C'est un engagement sur notre dispositif de justice. Et on voit bien aussi, en écoutant les uns et les autres et en lisant les communiqués, les appels à manifester, qu'il y a des inquiétudes, notamment sur les moyens, j'entends, mais je crois qu'il y a des gages et des garanties qui sont donnés, des engagements qui sont clairs. Et notamment sur la territorialisation. Ce que je vois dans le rapport... Il y aura toujours une justice de proximité, ça c'est aussi une crainte des professionnels. Ce que je vois dans le rapport, ce que je vois dans les propositions du candidat Macron à la présidence de la République, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette préoccupation de recentrer le juge sur son cœur de mission, de le débarrasser d'un certain nombre de tâches chronophages qui ne lui incombent pas, qu'il puisse se concentrer sur sa mission. Et en matière de territorialisation, il y a justement cette préoccupation de rendre plus accessible la justice en proximité. Il n'y a pas d'approche quantitative, à la différence
de mémoire sous la garde des Sceaux Rachida Dati, où il y avait une logique de restructuration, de refonte d'économie de patrimoine et de diminution. Vous êtes convaincue, Céline Parizeau? C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Non, sinon... Ce n'est écrit nulle part, pas bien au parti pour contraire. ça demain. Le gros problème de la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui, M. Bas disait on ne sait pas ce qu'il y a dans le projet de Mme Belloubet. Nous, en tout cas, on a rencontré le cabinet, on a rencontré la ministre. Ils ne se départissent pas vraiment des rapports qui nous ont été soumis. Donc, c'est clairement la ligne de conduite qu'ils vont adopter. La carte judiciaire qui est proposée, elle est tout simplement illisible. Au lieu d'avoir 3 niveaux de juridiction, on en a 6. Même nous, les professionnels, on a du mal à comprendre le rapport sur la carte judiciaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. On nous dit que c'est une réforme pour plus de lisibilité, plus de proximité. C'est clairement pas le cas. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui est proposé. Vous voyez qu'il faut encore un peu de concertation. Ouais. Il y aura cette mobilisation, Jérôme Gabaudan, demain. Est-ce que la profession aussi des avocats que vous représentez ce soir est prête à faire d'autres actions? On le voit, il y a eu cette grogne aussi sociale du personnel de l'administration pénitentiaire. Alors, des actions de proposition, parce que l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux statue siège vendredi et samedi. Nous serons donc force de proposition sur les chantiers. Mais il est vrai que tant que nous n'avons pas, et à un moment, je pense que le cabinet doit s'ouvrir, doit être un peu transparent. Et donc, on peut effectivement continuer à mobiliser et nous resterons vigilants. Je crois qu'on ne peut pas demander aux gens de travailler, dire que c'est de la concertation, ce que nous faisons les uns ou les autres, mais à un moment, il faut dire ce qui est projeté. Et tant que nous n'avons pas, et c'est ça le sens de la journée d'action qui s'est petit à petit créée, tant que nous n'avons pas effectivement un retour clair de ce que sont les projets de la chancellerie, nous sommes dans l'attente, pas forcément dans l'inquiétude, mais en tout cas dans la mobilisation. Il nous reste très peu de temps pour conclure. Arnaud de Belenet, vous entendez quand même ces professionnels qui demandent une justice de qualité, c'est le mot d'ordre de la mobilisation. Demain, vous pouvez leur garantir que la justice sera toujours de qualité? Non, mais je crois que chacun est dans son rôle. Que les objectifs sont partagés, c'est l'intérêt général qui prévaut, que les lignes sont claires, les objectifs sont très clairs. Il y a des inquiétudes qui s'expriment, elles sont clairement exprimées sur le budget et sur ce sujet de territorialisation. Je n'ai rien lu d'inquiétant et rien vu ni entendu d'inquiétant sur ces points-là. Donc la concertation est encore nécessaire, démonstration est faite. Et puis il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée ce soir, qui mérite de l'être, c'est toute la thématique du sens et de l'efficacité de la peine. Qui là aussi bouleverse, est un des 5 chantiers. Allez, pour finir, justement. La commission des lois vient de décider une nouvelle mission pluripartisane pour réfléchir justement au sens et à l'efficacité des peines. Il est de beau ton dans nos questions d'actualité de faire part au gouvernement de sujets d'inquiétude, de drames ou de difficultés dans notre pays. Moi, je voudrais poser une question au gouvernement sur un sujet d'actualité qui intéresse tous les Français. C'est celui aujourd'hui de la valeur travail et du redressement de notre économie. Ce matin, l'INSEE a publié les chiffres concernant le chômage et dit que, au cours... Chers collègues, vous me décomptez mon temps ? Chers collègues, je suis très heureux de voir que l'amélioration du chômage suscite des cris d'orfraie dans cet hémicycle et je salue ici l'engagement de tous les parlementaires qui participent au redressement de notre pays. Mais enfin, en publiant ce matin le fait qu'il y ait 205 000 chômeurs de moins dans notre pays, que le taux de chômage en France métropolitaine soit de 8,6, 8,9, tout territoire français confondu, montre que les efforts qu'ont menés les uns et les autres au cours de ces années ont porté leurs fruits. Et je voudrais poser ma question à la fois sans triomphalisme, avec objectivité, en disant qu'à la fois la croissance, à la fois des décisions prises antérieurement, mais surtout des décisions prises par ce gouvernement pour redonner la confiance, ont permis de créer un climat dans ce pays, un climat et une dynamique qui va dans le redressement. Je sais que les mesures de simplification, les mesures pour l'apprentissage, les mesures pour la formation, les mesures qui aujourd'hui permettent à la fois aux salariés et aux entreprises de trouver plus de liberté, de conduire le chemin. Alors ma question, ne vous excitez pas chers collègues, ma question au gouvernement est de dire, Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que cette pente qui aujourd'hui s'accentue est un signe qui pourra se poursuivre et est-ce que les décisions futures du gouvernement, avec les 10 chantiers, mes chers collègues, que nous allons avoir à traiter et à voter ici, permettront cette embolie de se poursuivre? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît.
Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patriat, je n'ai pas beaucoup de doutes que si les chiffres qui avaient été publiés ce matin n'avaient pas indiqué la diminution au cours du dernier trimestre du chômage à hauteur de 205 000 emplois, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que tout le monde ici aurait pris les statistiques au sérieux et sur le fait que beaucoup en auraient tenu responsable le gouvernement. Reconnaissez-le, reconnaissez-le. Il se trouve, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'en effet, ce matin, l'INSEE a publié les chiffres du chômage, les chiffres trimestriels, car vous avez peut-être remarqué, mesdames et messieurs les sénateurs, que le gouvernement a décidé de s'abstenir de commenter les chiffres mensuels pour rester sur le commentaire et l'analyse des chiffres trimestriels qui sont faits par l'INSEE au sens du Bureau international du travail et qui sont plus robustes dans leur présentation et dans leur définition que les simples chiffres mensuels. Que montrent ces chiffres? Que le taux de chômage en France s'établit, au moment où nous parlons, à 8,9% de la population active. C'est son plus bas niveau depuis 2009. Est-ce que je m'en réjouis? Avant de vous répondre, je voudrais quand même vous dire à quoi correspondent 8,9% de la population active. C'est très exactement, mesdames et messieurs, 3 709 500 personnes qui sont au chômage en France. Le premier qui ose se réjouir doit être mis face à face avec ce chiffre. Il y a encore dans notre pays 3 700 000 chômeurs. Le chiffre s'améliore, tant mieux. Deuxième chiffre qui s'améliore, et c'est là aussi tant mieux, le taux d'emploi dans notre pays. C'est un indicateur important. Le taux d'emploi est en décembre de 65,7%. Il est supérieur à tous les autres chiffres en la matière depuis le début des années 80. Est-ce qu'on peut s'en réjouir? Oui, bien sûr. Est-ce que le travail est fini? Non, bien entendu. Mais je voudrais dire, mesdames et messieurs, que nous voulons en la matière non pas célébrer une victoire, une petite victoire, une victoire quand même. La victoire a toujours 1000 pairs. Nous voulons gagner une bataille et une guerre durablement. Nous voulons gagner la bataille contre le chômage de masse. Et pour remporter cette bataille durablement, nous devons attaquer le problème par tous les bouts. C'est ce que nous avons commencé à faire, sans renier rien de ce qui avait pu être fait auparavant, quels que soient les gouvernements, mais en essayant d'apporter des réponses durables, car il nous semble que le problème est depuis trop longtemps enraciné dans la réalité économique française. Cela veut dire, effectivement, comme nous l'avons fait, et je voudrais en remercier le Sénat, modifier le Code du travail lorsqu'il constitue quelque chose qui nous paraît de nature à freiner les embauches dans notre pays. Cela veut dire transformer la fiscalité quand la fiscalité nous paraît de nature à freiner les embauches dans notre pays. Cela veut dire transformer et améliorer, et ô combien améliorer, le système de formation pour que, depuis l'école primaire, le ministre de l'Éducation nationale en parlait, jusqu'à la formation professionnelle, en passant par le bac, par l'accès à l'enseignement supérieur et par l'apprentissage, nous puissions élever le niveau de compétence de nos concitoyens. Car c'est par l'élévation du niveau de compétences que l'on peut réduire durablement le chômage. Tout le monde le sait, tout le monde se bat pour que ses propres enfants acquièrent le meilleur niveau de compétences possible, parce que tout le monde sait que c'est la meilleure sécurité contre le chômage. Nous voulons donc agir massivement dans tous les domaines pour que la France puisse enfin rejoindre l'ensemble des pays qui ont un taux de chômage largement inférieur à celui qui prévaut encore. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ce soir, près de 2000 Parisiens vont recenser anonymement les personnes de la capitale passant la nuit sans aucun abri à l'occasion de la nuit de solidarité. La vague de froid et les chutes de neige qui se sont abattues sur la France la semaine dernière ont multiplié les problèmes. Réseau ferroviaire et trafic aérien perturbés, routes impraticables, usagers immobilisés. Ces blocages, certes pénibles, ne doivent pas occulter la dure réalité vécue par les personnes sans abri, les plus impactées par ces conditions hivernales extrêmes. Ainsi, 32 départements ont activé le plan grand froid
afin d'ouvrir de nouvelles places d'hébergement, renforcer les équipes du SAMU social, intensifier les maraudes et allonger les heures d'ouverture des accueils de jour et de nuit. Mais combien de personnes oubliées, seules, face au froid glacial de la rue? Combien de personnes non détectées par les maraudes? Combien de personnes obligées de retourner à la rue dès que la température les exclura du plan d'alerte? Nous ne connaissons pas ces chiffres, mais il en est un qui est insoutenable. Depuis le 1er janvier, 45 personnes sont décédées dans nos rues en France et nous comptions 403 morts en 2017. Si ces conditions climatiques exceptionnelles permettent des mesures exceptionnelles et la mise à l'abri de personnes supplémentaires, des réponses durables doivent être apportées. Héberger un sans-abri au coup par coup pour une nuit et le laisser regagner la rue le lendemain n'est pas une réponse, me semble-t-il, à la hauteur de la détresse de ces personnes en grande difficulté. Alors, Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour faire du logement un levier de réinsertion des personnes en difficulté? Dans quelle mesure le lancement du plan quinquennal pour le logement d'abord va-t-il permettre d'honorer la promesse du chef de l'État formulée l'été dernier, je le cite, « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus ». Je vous remercie. Pour vous répondre, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Saint-Pé. Le sujet que vous abordez est un sujet grave. Il s'agit de drames quotidiens que nous connaissons dans ce pays, comme malheureusement pratiquement aussi dans tous les pays dits développés, à l'exception peut-être de quelques pays nordiques. Le gouvernement a pris à bras-le-corps cette problématique, comme d'autres l'ont fait avant. Et nous avons essayé, depuis ces quelques mois, en enclenchant la période hivernale dès le 1er novembre et la période grand froid que nous avons activée il y a une dizaine de jours, ce sont 37 départements qui sont dans la période grand froid. Face à cette difficulté, deux réponses. Une réponse immédiate, c'est d'ouvrir davantage de places. Nous l'avons fait en mettant à disposition 10 000 places de plus que l'année dernière, c'est-à-dire plus qu'il n'y en a jamais eu. Ce qui ne doit pas être pour nous tous une satisfaction, c'est la constatation, malheureusement, de graves difficultés dans ce pays par rapport à la solitude et à la misère. C'est la première réponse, c'est une réponse efficace, même si on peut considérer toujours qu'elle est insuffisante. Deuxième réponse, le logement d'abord. C'est de lancer le plan logement d'abord qui permet de faire passer de l'hébergement d'urgence à un logement pérenne. Et c'est le projet que nous lançons en collaboration avec les collectivités locales, puisque nous avons reçu plusieurs dizaines de demandes d'intercommunalités pour travailler avec nous là-dessus, pour ouvrir au cours de ce quinquennat, et nous commençons en 2018, 10 000 places de pension de famille supplémentaires, 40 000 places d'intermédiation locative, car c'est comme cela que nous pourrons avancer tous ensemble. Et puis je rappelle que la collectivité nationale met déjà 2 milliards d'euros sur cette question de l'hébergement d'urgence. Certes, on peut toujours faire plus. Sachez en tout cas que nous travaillons au quotidien parce que c'est vraiment un drame humain qui nous regarde tous.